Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour échanger ensemble sur l'Afrique en images, l'Afrique des images et les images de l'Afrique. Un débat que le Monde Afrique organise à l'occasion de la sortie de son Atlas des Afriques réalisé conjointement avec l'hebdomadaire La Vie. Un débat pour s'arrêter ensemble sur la façon de voir ce continent aux richesses trop méconnues et à l'image un peu faussée. À mes côtés, pour discuter ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir trois personnes aux cultures, aux univers et aux regards très complémentaires que je vais vous présenter. Jean Cellier d'abord. Bonjour Jean. Bonjour. Alors, vous êtes géographe de formation, vous êtes l'auteur de cette collection éditée et rééditée sur laquelle tous les étudiants en relations internationales ont travaillé, les Atlas des peuples, dont vous avez rédigé une déclinaison sur l'Afrique. Vous êtes aussi conseiller éditorial des Atlas La Vie, le Monde depuis leur début en 2005 et toutes les cartes et tous les textes des 188 pages aujourd'hui sont passés entre vos mains et nous vous en remercions. Mamadou Diouf, bonjour. Vous nous répondez depuis New York. Mamadou, bonjour. Bonjour Mamadou. Bonjour. Vous êtes historien, un fin analyste des mutations politiques et sociétales du continent africain. Vous portez sur ces sociétés un regard à la fois historique, sociologique et anthropologique, et vous vous intéressez particulièrement à l'invention de l'Afrique, de son image. Après avoir enseigné à l'université de Dakar, vous vous êtes expatrié aux États-Unis et vous dirigez aujourd'hui l'Institut d'études africaines de l'École internationale d'affaires publiques de l'Université Columbia à New York, aux États-Unis. Omar Victor Diop, vous nous répondez depuis Dakar. Bonjour Omar Victor. Bonjour Marilyn. Vous êtes diplômé d'une prestigieuse école de commerce française et vous vous consacrez à la photographie depuis 2011. Révélé aux rencontres africaines de Bamako, vous dressez depuis le portrait d'une Afrique urbaine, créative, dynamique et innovante. Vous êtes exposé dans des lieux prestigieux. À l'automne, vous serez exposé au Japon, à Kyoto. Et nous sommes vraiment ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Alors, messieurs, j'aimerais qu'on commence par vous interroger à tour de rôle, tous les trois, sur les images de l'Afrique. Et si je vous demandais à chacun d'entre vous de me donner une image de l'Afrique, qui est un petit peu votre image phare, votre image la plus porteuse, que me répondriez-vous? Mamadou Diouf, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous me diriez? C'est une question très, très difficile parce que dès qu'on pense à l'Afrique, ce qui arrive, c'est une cascade d'images de provenance diverses et, si vous voulez, qui valident des idées parce que c'est un imaginaire et cet imaginaire est le produit de cette cascade d'idées. En fait, quand je pense à l'Afrique, la première chose à laquelle je pense, c'est que c'est le continent des Noirs. Voilà, c'est votre première image. Jean Cellier, qu'est-ce que vous auriez envie de répondre, vous, à cette question, vous qui êtes l'auteur de l'Atlas des peuples africains? Moi, je suis un petit peu intimidé par la question parce que l'Afrique, je la connais essentiellement de l'extérieur. Bon, j'ai visité l'Afrique du Sud, je suis allé en Côte d'Ivoire, je connais assez bien l'Afrique du Nord, mais ce sont des visions très partielles. Donc, ma connaissance de l'Afrique, elle est nécessairement, je dirais, livresque et de photos. Donc, si je me réfère à mes souvenirs d'enfance, quand j'ai commencé à l'école primaire en tant que petit Français, parce que, écoutez, les instituteurs parlaient des colonies françaises. C'était la première image de l'Afrique. C'était une image qui était intéressante parce que composite. Et justement, les Afriques, à la fois l'Afrique du Nord, l'Algérie, et l'Afrique de l'Ouest, en fait. On avait les deux et le Sahara au milieu. Et pour nous, l'Afrique, c'était à l'époque un univers avec d'un côté des gens parlant l'arabe,
au milieu des chameaux et à l'autre bout des gens à la peau noire. Bon, vous voyez ça quand j'avais 8 ans, 9 ans, hein, voilà. Donc une image en trois Ça reste dans parties. la tête. Oui, Oui. oui. Et nous l'entendons et c'est tout à fait intéressant et on y reviendra tout à l'heure. Dites-nous, Omar Victor Diop, pour vous, l'image, la première image de l'Afrique, qu'est-ce que c'est? Pour moi, la première image de l'Afrique, ce serait forcément une image, ce serait peut-être un paysage dakarois, un coucher de soleil, parce que je pense que chacun a son Afrique. Et la mienne, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. C'est une route très moderne qui passe devant un paysage de plage très sauvage. Et c'est ça pour moi l'Afrique. Vous nous faites rêver, messieurs. Je voudrais qu'à partir de ces trois réponses, Mamadou Diouf, vous nous disiez un petit peu, alors pourquoi, puisque vous avez travaillé beaucoup sur ces représentations, pourquoi est-ce qu'on a tous en tête une ou des images de l'Afrique, alors que si on posait la même question sur la Chine ou sur le Japon, peut-être qu'on ne répondrait pas aussi rapidement. Dites-nous. Vous avez absolument raison. En fait, ça fait à peu près une vingtaine d'années que j'enseigne aux États-Unis et quand je commence mon cours sur l'Afrique précoloniale, la question que je pose à mes étudiants qui sont d'origines diverses, qui sont américains, qui sont africains, qui sont asiatiques, que savez-vous de l'Afrique? Quelle image avez-vous de l'Afrique? Que pouvez-vous me dire de l'Afrique? En général, ils ont quelque chose à dire et c'est extraordinaire ce que Omar a dit. C'est-à-dire la représentation de l'Afrique qu'on a comme Africain est complètement décalée par rapport aux images que les gens ont de l'Afrique. Et quand je leur demande ensuite, mais que savez-vous du Japon? Ils savent rien. Ils n'ont pas d'idée du Japon. Et quelquefois, c'est très intéressant. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est vrai en général. Parce que la présence de l'Afrique, si vous voulez, dans le temps du monde, dans les images du monde, est une présence très forte. Elle est non seulement forte, mais elle est interprétée. Ce qui ne peut pas ne pas être le cas du Japon. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des amours du Japon, Chirac adorait le Japon. Je vous dis, et donc il y a cette présence sympathique qui est arrivée à l'Afrique, en Europe une fois, au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, il y a un mouvement qu'on appelle la négrophilie, Oui. qui est cette espèce d'intérêt qui explique Picasso, qui explique le cubisme. Mais ça, c'est parti, si vous voulez, très vite, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, les mouvements d'indépendance, etc., etc. Et ça ramène constamment l'Afrique dans une situation ou bien dans une perception qui est assez étonnante. J'ai un collègue congolais qui est en même temps un des grands écrivains africains qui habite aux États-Unis, qui s'appelle Valentin Mudimbe. Et Mudimbe a écrit en 88 l'un des livres les plus célèbres dans les études, si vous voulez, africaines aux États-Unis, qui s'appelle L'invention de l'Afrique. Ce livre qui est de l'anglais presque français va être publié pour la première fois après presque une génération en traduction française. Et cette invention de l'Afrique, c'est ça qu'il raconte. Et on peut y revenir, mais c'est très intéressant quand il dit, vous avez cette photo dans un musée romain, ça représente une femme africaine. Mais si vous prêtez attention à cette image, le faciès est un faciès caucasien. La seule chose qui est noire sur ce visage, c'est la peinture. Et c'est ça l'invention, c'est cette espèce de décalage-coïncidence qui fait que le noir fait partie de la condition humaine, mais en même temps exproprié parce qu'il doit être civilisé. C'est-à-dire la mission civilisatrice repose sur cette tension. Oui.
et sur cette image, ce qui est tout à fait passionnant. Dites-nous, Jean Cellier, quand Oui. vous appréhendez par votre travail d'historien, de géographe, toutes ces images de l'Afrique, comment est-ce que vous les intégrez à votre travail? Est-ce qu'il faut déconstruire avant de reconstruire quelque chose sur l'Afrique? Comment est-ce que vous faites un petit peu votre moisson de tout ça et comment est-ce que vous en sortez? En fait, dans la mesure où mon travail est un travail d'historien, en plus de vulgarisateur, c'est-à-dire de passeur entre les historiens spécialisés de l'Afrique et le public en général, les étudiants ou d'autres lecteurs. Mais donc, les images que j'ai de l'Afrique ne sont pas les miennes, elles sont déjà, médiatisées par les auteurs auxquels je me réfère. Et qui plus est, quand on fait de l'histoire, on va directement dans le passé par l'intermédiaire de ces auteurs. Donc moi, quand j'ai commencé à faire un atlas des peuples d'Afrique, j'avoue que j'étais très intimidé au départ. L'éditeur l'a demandé et moi j'étais, oh là, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Mais bon, j'ai dit pourquoi pas. Et là, je suis entré dans l'histoire de l'Afrique en remontant loin dans le passé sans avoir d'idée a priori. Sans a priori. Et à ce moment-là, l'impression qui est donnée ce que j'ai éprouvé, c'est de l'émerveillement face à des tas d'événements dont je n'avais pas connaissance auparavant. Bon, donc voilà. Alors, est-ce que ça répond à votre question? Je ne sais Tout pas. à fait, Bon. tout à fait. Vous construisez sans avoir à déconstruire puisque vous essayez… Mais non, mais je n'avais pas d'a priori. Voilà. Oui, oui, je l'entends. Et alors, maintenant, j'aimerais je vous poser un petit peu la même question à vous, Omar Victor Diop. C'est votre regard d'artiste qui m'intéresse cette fois. Et est-ce que vous avez l'impression de plus travailler à construire une image ou à déconstruire d'abord des images de l'Afrique? Comment est-ce que vous vous positionnez par votre travail artistique? Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de recréer, enfin de modifier un peu cette perception, cette image. Je considère que c'est ma mission de partager ma vision de l'Afrique que je connais. Parce que, bien entendu, comme nous tous, nous ne connaissons pas toute l'Afrique. Et je pense que personne n'a cette prétention-là. C'est quand même 54 pays, plus d'1 milliard d'individus, des structures sociales très, très complexes et superposées. Donc, je ne peux que parler de mon expérience africaine. Et effectivement, ce qui me motive, moi, c'est de minimiser le décalage qu'il y a entre ma réalité africaine et ce qu'on pense, ce que d'autres pensent de l'Afrique, parce qu'il y a un clair décalage. C'est un travail militant, certes, mais je le dois à mon peuple et je le dois au reste du monde, parce que on ne connaît pas assez bien l'Afrique ou alors il y a vraiment un déséquilibre entre les différentes perceptions de la réalité africaine. Et quels adjectifs mettriez-vous sur votre travail en lien avec ce que vous voulez déconstruire? C'est quoi ce gap? Comment est-ce que vous pouvez le définir pour les gens qui connaissent moins votre travail et vos recherches? Je dirais que c'est un travail c'est un travail décomplexé, c'est-à-dire que je n'en fais pas non plus une croisade. Je ne suis pas dans une entreprise de justification, mais c'est plus du partage. Parce que je pense qu'il y a un intérêt croissant pour la chose africaine, mais je veux juste m'assurer qu'on s'intéresse à l'Afrique pour les bonnes raisons. On s'intéresse à l'Afrique pour découvrir la vie des Africains. Si c'est ça, oui, je veux bien être un véhicule de découvertes diverses et variées. Mais c'est un travail décomplexé qui ne cherche pas à produire de l'exotisme ou je ne cherche pas à séduire, je cherche à informer et je cherche à éventuellement émouvoir. Dites donc, on fait le même métier, hein?
Mais Oui, on fait des absolument. choses moins, mais on fait des choses beaucoup moins belles que ce que vous ne faites vous. Pour continuer ce débat et pour le prolonger, dites-nous, Mamadou Diouf, alors en fait, d'après tout ce qu'on se dit là, qui est le vrai bâtisseur de l'Afrique moderne, de l'image qu'on a de l'Afrique moderne? Est-ce que c'est l'Afrique qui construit elle-même son image, ou est-ce qu'on est toujours dans un modèle où l'image, elle est construite par ailleurs et par le regard de chacun, donc de l'extérieur, comme on se le disait précédemment? Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, c'est le grand défi auquel on fait face. Et là aussi, pour poursuivre la réflexion de Oumar Victor, c'est le rapport qu'on a avec cette prolifération d'images sur l'Afrique. Et le fait d'être africain face à cette prolifération, c'est soit de réagir et d'essayer de se faire reconnaître, soit de corriger et de réviser, soit de faire une chose, moi, que j'ai découverte en me plongeant dans les romans de Toni Morrison. Quand il dit, j'écris sur les Noirs, pas pour expliquer le monde noir aux Blancs. J'ouvre une conversation auquel je peux les inviter, mais mon engagement, et Oumar l'a très bien dit, et c'est ça la partie la plus intéressante de l'activité artistique. Mais moi, je parle à des gens qui sont mes gens. Je parle de quelque chose qui est une conversation à nous dans un monde qui est bien sûr un monde très large. Et elle m'a fait redécouvrir un livre que j'avais lu quand j'étais étudiant, élève, etc. Un livre de Kamara Lai qui s'appelle Le regard du roi. C'est pas son livre le plus connu. Oui, son livre le plus connu, c'est L'Enfant noir. Oui. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que Kamara Lai est plus ou moins conçu comme un écrivain conservateur. Il est écrivain guinéen, mais il meurt au Sénégal. Mm-hmm. Et l'intérêt de cette lecture de Toni Morrison, c'est exactement ce dont on parle. Est-ce que l'Afrique est toujours révélée? Par exemple, Jean Célier en a parlé, son émerveillement. Cet émerveillement, c'est un émerveillement qui est produit par le regard de l'autre. Et cet autre révèle l'Africain, lui révèle son identité, lui colle une identité. Mais on oublie aussi que cette littérature est la littérature qui a dit les choses les plus terribles sur l'Africain. Et c'est cette dialectique qu'il faut revenir. Et Morrison est ébloui par le regard du roi. Il dit que c'est le premier livre qu'il ait jamais lu où, en fait, l'identité de l'Afrique et des sociétés africaines n'est pas liée au regard du blanc. Et ce blanc ne peut se révéler que parce que les Africains le regardent, parce qu'ils le maîtrisent. Et c'est ce travail de production de regard africain sur l'Afrique qui n'est pas forcément un regard vernaculaire qui est aujourd'hui devenu essentiel. C'est cette présence de l'Afrique dans le monde. Une présence qu'elle a toujours eue, mais l'Afrique a été exclue du récit historique. Et c'est cette expropriation qui est devenue aujourd'hui le problème. Je suis sûr que Oumar le sait très bien. Chaque fois qu'on réagit sur quelque chose, on dit « Oh là, vous êtes trop émotionnel ». C'est aussi l'exclusion de la rationalité. L'idée que le siècle des Lumières a beau être célébré par les Français, les Lumières ont construit, Oumar Victor et moi, comme l'obscurité de l'humanité. Donc ça crée des situations aujourd'hui que les Africains doivent interroger. Et ce sont ces interrogations qui font partie de ce que Senghor a toujours dont Senghor a toujours parlé, en fait, la contribution de l'Afrique à la condition humaine. Pas à l'humanité, à la condition humaine. Et ça, c'est devenu, je pense, un aspect essentiel de la discussion qu'on a aujourd'hui et qui est devenu, en fait, le gros problème auquel font face l'ensemble des sociétés, que ce soit ici, que ce soit en Europe.
Tout à fait. Cette place dans l'histoire. Jean Sellier, historien, ça vous fait réagir, ça. Et comment est-ce que vous appréhendez de la même manière et est-ce que cette remise en place, ce récit, par exemple, des peuples de l'Afrique, ça permet aussi de reconstruire cette image, de construire une image plus moderne, plus en adéquation avec la place dans le monde. Comment vous voyez ça? Mais comment je le vois, Ouais. c'est difficile parce que la reconstruction, pour autant qu'il y en ait une, et je pense que c'est absolument indispensable, elle va s'opérer dans la tête des gens. Or, il faut que tout repose sur l'accès bon, alors, on va être clair, hein, l'accès des Blancs à une réflexion sur ce qu'est la condition d'Africain. Bon, mais comment est-ce que moi, ce que j'essaye, alors je le reprends en sens inverse. Moi, en faisant l'histoire des peuples d'Afrique, je ne m'adressais pas à des Africains, bien évidemment. Je m'adressais à des Français, en l'occurrence en langue française, édité à Paris. Bon, très bien. Pour dire aux lecteurs français, attention, l'Afrique, c'est plus que ce que vous avez appris, c'est autre chose. Il faut faire un effort pour se reprojeter dans un passé dont vous n'avez jamais entendu parler, etc., etc. Il faut donc, je contribue à pousser les gens à faire un effort dans leur tête. Mais s'ils ne le font pas, si ça ne va pas plus loin, moi, je n'ai pas la réponse. J'ai apporté ma petite contribution, mais je ne peux pas faire plus. Non, vous avez apporté votre contribution. Mais voilà, une belle contribution, mais il y a d'autres contributions aussi. C'est sûr. Voilà, et notamment Omar Victor, l'approche, non pas par la rationalité et par l'écriture de l'histoire, mais par l'émotion cette fois, par l'esthétique, par le choc esthétique, pourquoi est-ce que d'emblée vous avez misé sur cette vision des choses alors que avec votre école de commerce, vous pouviez totalement faire autre chose. Donc vous y avez cru d'emblée à cette force esthétique du message? En fait, si vous voulez, je pense qu'il faut que je vous explique ce qui me motive à créer chaque image. À vrai dire, ça peut avoir l'air très égoïste, mais je crée une image d'abord parce que j'en suis le premier consommateur. Donc, en fait, c'est une façon d'affirmation positive vis-à-vis de moi-même. Je sais qui nous sommes, mais ça ne me fait pas de mal de me rappeler de quelle lignée, de la lignée à laquelle j'appartiens. Et le faisant, j'en profite pour le montrer à mes frères et sœurs et à mes frères et sœurs humains. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a, je pense, autant d'émotions dans ce que je fais. C'est parce que c'est d'abord un monologue. C'est d'abord une chose que je me confirme. Je montre aussi la pluralité de ma culture africaine. Et le fait que quand je vois un Africain de la Louisiane, je vois un cousin. Oui, vous avez un langage universel qui s'adresse à tous. Mais ça reste quelqu'un du territoire. Mais pourquoi vous avez besoin de vous adresser ce message à vous-même au départ? Parce que, comme disait M. Diouf, j'ai été noyé dans une mer d'images et d'évocations romancées ou dégradantes de l'Afrique. Et il faut que je balance ça, parce qu'on ne peut pas supprimer la mémoire de choses qu'on a vues, d'autant plus que, surtout quand on a grandi dans un flot ininterrompu d'images tout à fait surfaites ou des fois dégradantes, on a besoin de se regarder avec un œil lucide et nouveau, et c'est ce que je suis en train de faire par ma pratique artistique, à travers ma pratique artistique. Et on a envie de vous en remercier d'ailleurs. Alors, à propos de ces images, si on reste sur ce sujet-là, dites-nous, Jean Sellier, dans ce cas-là, que doit contenir un bon atlas des Afriques, puisque c'est ce qui permet aujourd'hui de nous réunir autour de cette question, l'atlas des Afriques. Donc, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur de cet atlas
pour qu'il raconte une histoire en adéquation avec cette image en train d'être construite de l'Afrique d'aujourd'hui. Alors, Dites-nous, un Jean. bel atlas, c'est un rêve qui est quasiment très difficile à atteindre, parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait 1000 pages ou tout. Bon. Mais je pense que pour concevoir un atlas de l'Afrique qui apporte un maximum d'informations à ceux qui ne connaissent pas ou pas bien, ou mal, puisque c'est quand même le but de l'opération. Il faudrait que sur cet atlas, il y ait la cartographie des milieux naturels. C'est fondamental. Il faut absolument bien percevoir que l'Afrique, alors on part de la Méditerranée, on va jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, bon, il y a toute une série de milieux naturels qui doivent être bien caractérisés parce que ils déterminent la vie de tous les gens qui habitent ce continent. Or, l'image que l'on a est souvent une image assez amorphe. Afrique du Nord, Sahara, Afrique tropicale. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ça, premier point. Deuxième point, les populations. Il faut, dans l'Atlas, montrer où sont les gens et comment ils se caractérisent. Une carte politique de l'Afrique, oui, mais ça, il y en a partout. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de les caractériser. Et moi, je pense que ce qui caractérise le mieux les êtres humains, ou ce qui permet les êtres humains en groupe, afin de distinguer les groupes les uns des autres, ce qui les caractérise le mieux, pour commencer, c'est la langue qu'ils parlent. Bon. La plupart des êtres humains considèrent que s'ils parlent une langue, c'est leur langue, le voisin il en parle une autre, donc c'est pas, il est un peu étranger quelque part. Bon. Donc, il faut arriver à cartographier l'Afrique sous l'angle linguistique. C'est extrêmement difficile parce qu'il y a une grande multiplicité de langues et surtout, ce que les Européens ne comprennent pas, c'est que les Africains, par tradition, parlent plusieurs langues, la plupart d'entre eux. Bon, il y a leur langue maternelle, plus la langue qu'on parle dans la ville, à proximité de laquelle ils vivent, plus la langue, enfin bon, bref. Donc, le multilinguisme est général. Donc, si on fait une carte, dans la mesure où on cartographie les langues dans un atlas, il faut aussi expliquer tout ça. Pour le reste, l'atlas doit aussi comporter toute une cartographie des éléments les plus modernes. Je pense notamment à l'urbanisation. Il faut montrer l'urbanisation, qui est un phénomène massif en Afrique aujourd'hui, pas seulement en Afrique d'ailleurs, mais enfin en Afrique, c'est parfaitement clair. Il faut montrer ça. C'est difficile à cartographier, hein. On a beaucoup de mal. C'est difficile à cartographier. Puis, mais ça, c'est le travail des géographes qui représentent l'actualité dans laquelle on vit. Hein. Bon, mais l'urbanisation est très importante. Donc, milieu naturel, répartition des populations avec toutes les nuances. Ça, c'est ce qui, moi, me fascine le plus. Et puis, troisièmement, la modernisation au sens large, qui est essentiellement une urbanisation. D'accord. Bon, à mon avis, hein. C'est très schématique. Hein. Oui, tout à fait, mais c'est vrai qu'il nous faudrait… Mais si vous avez tout ça, déjà, vous avez un bel ouvrage. Oui. Dites-nous, Mamadou Diouf, est-ce que vous avez le même regard, vous, sur ce qui serait un bel atlas, un bon atlas de l'Afrique, des Afriques? Non, parce que je ne suis pas un géographe. Et parce que aussi, comme on disait dans les années 80-90, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Et l'intérêt d'une cartographie de l'Afrique, c'est que cet acte est un acte de conquête. Parce que l'espace est perçu différemment dans les sociétés africaines. Un historien vous dira, personne ne connaît les frontières qui divisent les États africains. Parce que l'appréhension des sociétés africaines, leur compréhension n'est pas une compréhension spatiale. Leur compréhension est une compréhension humaine. On peut dire quelles sont les communautés qui font partie de tel royaume.
Et ce sont ces communautés qui définissent une appartenance. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'il est difficile de faire une carte. La deuxième chose, et ça, c'est resté profondément dans les sociétés africaines, ce sont des sociétés profondément païennes. Et ce paganisme repose sur la reconnaissance du pluralisme et la reconnaissance de la différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit national. Il n'y a pas un esprit de défense d'un territoire qui appartiendrait à une communauté qui parlerait les mêmes langues. Ça, c'est les nationalismes en Europe dans les années 1870 émergent à partir de ce moment. Donc, cette idée de pluralisme et de respect du pluralisme est essentielle. Et essentielle dans une reconfiguration qui permettrait effectivement de comprendre comment ces sociétés s'auto-représentent et comment elles représentent les autres sociétés qui leur sont différentes. Donc pour moi, c'est aussi cette complexité qu'il faudrait prendre en charge. Et c'est là où, en fait, il y a une chose dont Omar parlait qui me semble importante. Vous savez, si on regarde les mouvements historiographiques, les historiens non européens ont toujours essayé de comprendre et d'écrire une histoire qui n'est pas référée à la matrice qui est la matrice européenne. Un de mes collègues indiens appelle ça qu'il faut provincialiser l'Europe pour écrire l'histoire de l'universel. Il faut que l'Europe soit une province comme l'Afrique. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est les Indiens qui ont le plus réfléchi sur ça. Et l'un de leurs historiens, reprenant le poète Tagore, dit qu'il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui peut permettre d'écrire une histoire qui n'est pas infligée par la trajectoire européenne aux sociétés non européennes, c'est d'utiliser l'émotion contre le fait que l'histoire européenne, c'est d'abord l'histoire des affaires publiques, c'est l'histoire du politique. Il faut écrire l'histoire du quotidien. Et il dit, la seule manière d'écrire l'histoire du quotidien, et ça c'est Tagore, c'est par la poésie. Et quand on regarde aussi tous les débats sur l'Afrique dans les années de l'entre-deux-guerres jusque dans les années 50, qu'on le veuille ou non, les deux grands noms, ce sont des poètes, c'est Senghor et Césaire. Mais il ne se préoccupe pas seulement de l'Afrique. Césaire dit bien, l'Afrique a été décivilisée par l'expansion coloniale. En décivilisant les Africains, l'Europe s'est décivilisée, ce que montrent les deux guerres. Aujourd'hui, les seuls acteurs qui peuvent reciviliser l'humanité, pas l'Afrique, pas l'Europe, reciviliser l'humanité, c'est ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la déshumanisation. Oui. Ce qui est une phrase très, très profonde, magnifique. Donc, je suis suspecte, même si j'y participe, j'ai participé au moins à 4 des atlas, je suis un peu suspecte quelquefois de cette reconstruction géographique qui ne prend pas en compte les dynamiques des sociétés africaines, mais qui renvoie, si vous voulez, à des épistémologies qui sont des épistémologies occidentales. Oui, un des modèles. Alors, Jean Cellier, dites-nous, cette décentration, cette histoire du quotidien qui permet de raconter réellement beaucoup mieux le continent africain, c'est quelque chose d'important pour vous. Et est-ce que, à vos yeux, la géographie, la cartographie permettent aussi de raconter l'histoire? Est-ce que c'est un levier important dans votre approche? Il est difficile de répondre. La géographie aide à raconter l'histoire dans la mesure où je ne vois pas bien comment un historien qui n'a pas une vision précise des régions dont il parle, auxquelles il se réfère, s'il n'a pas une vision extrêmement précise géographique, son récit risque d'être quand même décousu, voire erroné. Bon. La géographie, en fait, elle sert
à mon avis, c'est l'une des sources auxquelles l'historien se réfère. Mais il n'y a pas que la géographie, ça fait partie des sources de son inspiration, de ce qui nourrit son récit. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a les aspects religieux, les aspects linguistiques, la vie quotidienne, enfin toutes sortes de questions qui ne sont pas de caractère géographique. La, la géographie est néanmoins indispensable à la compréhension de l'histoire si on se place du point de vue du lecteur du livre d'histoire, de celui qui reçoit l'histoire, qui entre dedans pour s'informer. S'il ne se réfère pas à des cartes lui donnant une image très précise du terrain, je crains qu'il ne soit nécessairement perdu, paumé. Bon. Oui. Donc là, il y a une raison pratique, mais qui est très forte, hein, qui est Oui. très forte, à mon avis. C'est pour ça que moi, je ne vois pas l'un sans l'autre. Hein. Je ne vois ni la géographie sans le passé, ni l'histoire sans la géographie. Je ne sais pas faire. Oui. Je vous entends intervenir. Je voulais vous poser une question, Omar Victor, sur les cartes et votre regard à vous sur les cartes comme outil pour s'approprier la connaissance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, vous aimez les cartes, vous trouvez que c'est essentiel et qu'un atlas, ça peut être beau ou alors vous trouvez que ça manque d'une dimension artistique Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste jeter mon petit grain de sel à la question Ben d'avant. oui, vous êtes là pour ça. En fait, moi, dans mon cas, c'est l'histoire qui m'a fait aimer la géographie. Dites-nous, expliquez-nous ça. Le premier roman adulte que j'ai lu, je l'ai lu enfant, c'était Ségou de Maryse Condé. Alors, c'est une succession de tomes qui, en fait, racontent la décomposition d'une famille noble Bambara, donc de la région de l'Empire du Mali. Et en fait, c'est la destinée de 4 des enfants de cette famille qui vont être disséminés à travers le monde, l'un esclave dans la Caraïbe, l'autre militant de l'abolition de l'esclavage dans Londres, un autre au Sénégal et un autre en France. Et en fait, c'est cette découverte tragique et douloureuse du monde par cette fratrie qui est arrachée à l'Afrique qui m'a donné envie de faire un répertoire de justement tous ces frères et sœurs qui sont dans le monde, que sont-ils devenus, quelle est leur descendance. Et je vous rappelle, j'avais 10 ans. Et donc, en fait, c'est par là que j'ai découvert les cartes et que j'ai découvert cette superposition de nomenclature, parce qu'il y a les noms de villes et de lieux qui sont plutôt administratifs, mais il y a aussi la carte des pays et des peuples. Historiquement parlant, je suis au Mali, je ne suis pas au Sénégal en ce moment. Oui. Et donc, ça fait aussi la carte des peuples, le peuple Bambara qui part de Dakar à presque le Niger. Et en fait, c'est ça qui me donne cette envie à la fois d'aller voir ces autres moi, parce que je pense que tous ces peuples-là sont juste des variantes du peuple dans lequel moi j'ai grandi. Et donc, en fait, j'ai cet amour-là des cartes, mais si je dois choisir, je préfère les cartes anciennes, parce qu'elles racontent plus les peuples, elles racontent plus d'où nous venons que la carte des 15 régions administratives du Sénégal qui ne me sert que pour conduire. C'est-à-dire que c'est les cartes historiques que vous aimez. Oui. Mais pour revenir à ce que nous disait tout à l'heure Jean, les cartes avec les milieux naturels, les cartes avec l'urbanisation, toutes ces cartes-là, elles ont quelque chose de poétique, elles vont par-delà l'information qui est à l'intérieur. Il y a de l'esthétique dedans ou pas, à vos yeux? Est-ce que ça emmène, vous voyez, est-ce que ça permet de construire une image de l'Afrique d'aujourd'hui?
Omar Victor, vous avez disparu. Voilà, remettez votre micro. Je pensais que c'était une Dites-moi. question à Jean, pardon. Encore une pour vous avant de repasser. J'allais Ouais. répondre aussi, mais Mais ne vous battez pas, mais ne c'est vous pas battez mon pas, tout le tour. monde va répondre. Ce n'est pas mon tour. Vous savez, pour parler de l'aspect esthétique des cartes, c'est des choses qui marquent, surtout surtout quand on est dans une phase de découverte du monde. Je parle de l'adolescence, je parle de la grande enfance. Vous savez, la carte qui m'aura le plus marqué, et pourtant je suis sûr qu'elle n'est pas tellement euh, exacte, mais vous savez, c'est cette carte ancienne avec le Mansa du Mali qui tient une grosse pépite d'or. Mansa. C'est Eh Mansa. ben, alors, oui, voilà. Alors, ça a été l'épiphanie pour moi parce que c'est ce jour-là que j'ai réalisé que, en fait, le concept de transaction financière entre un Africain et le reste du monde, à cette époque-là, ça existait. Parce que jusqu'à là, tout ce que j'avais appris, c'est qu'en fait, on était juste là et que tout se faisait ailleurs. Les banques se créaient en Italie, il y avait Florence, il y avait toutes ces choses-là. Et en fait, nous, c'était juste un gros trou noir où on venait chercher des esclaves et puis c'est tout, quoi. Pour vous dire la force de... Oui. Et là, je parle que de l'esthétique d'un élément décoratif. Hein. C'est juste un grand roi noir avec tout l'or du monde. Mais c'est très important ce que vous nous Ouais, c'est dites là. très important. Ouais. Mhm. Et dites-nous, Jean, vous vouliez réagir vous aussi sur cette question. Sur la question de l'esthétique des cartes, moi, j'ai toujours dessiné des cartes. Déjà, quand j'étais petit, j'adorais dessiner des cartes. Et donc, qui dit dessiner dit concevoir, utiliser des crayons de couleur, enfin bon, se laisser découvrir des choses, essayer de comprendre. Bon. Et donc, pour moi, la cartographie, c'est un exercice qui est à la fois intellectuel, mais aussi artistique, c'est peut-être un grand mot, mais manuel, où on un peu comme, je sais pas, ma sœur qui fait du tricot, quoi. C'est un petit peu ça aussi. Il y a un aspect artisanal, vous voyez, tous ces aspects-là. Mais dans la mesure où c'est à la fois une activité artisanale et une activité intellectuelle, du gars de la conception, moi, ça me ravit. J'avoue que c'est ce côté-là, comme un menuisier qui fait ses plans, qui remet les choses à leur place, et puis qui finalement arrive à une cartographie qui a, si elle est bien réussie, une valeur esthétique, parce qu'elle doit, au fond, transmettre un maximum d'informations avec un minimum de traits, de tâches, et donc c'est un peu comme un sonnet. Hein. Donc ça doit être, voilà. Ça doit être évocateur en même temps que… Mais sobre. Oui. Sobre. Si possible, très difficile. Mamadou Diouf, vous voulez réagir sur ce sujet, même si vous écrivez plus de textes que vous ne dessinez de cartes, mais quel est justement votre rapport à vous, à la cartographie quand elle raconte les Afriques? Et je dessine des cartes parce que justement… voilà. Voilà, vous nous révélez un secret là, on est ravis. Dites-nous. Parce que je suis un historien qui s'intéresse à comment une perception de l'espace, en fait, prend la place d'une autre perception de l'espace. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est comment est construit l'espace colonial et avec quelles infrastructures, quelles idées les empires se construisent. Donc, la deuxième chose que je voudrais dire, qui est importante, je suis un historien très fortement marqué par l'école des Annales. On ne peut pas comprendre l'école des Annales si on ne comprend pas la révolution géographique de Victor Lablache. C'est les géographes qui ont permis aux historiens d'aller plus loin. Mais ce que, si vous voulez, je suis en train de m'engager avec, c'est qu'il n'y a pas une seule compréhension de la géographie. Il n'y a pas une seule perception de la géographie et d'une construction de l'espace. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce langage indigène de l'espace et sa confrontation avec l'espace rigoureux, policier, autoritaire
qui a porté le projet, colonial. Et pour bien le montrer, vous savez, dans le pays où je vis aujourd'hui, en 1970, 80% des départements de géographie ont été abolis. Mon université n'a pas de département de géographie parce que l'anthropologie a avalé, si vous voulez, la géographie. Et l'anthropologie a avalé la géographie parce que l'anthropologie qui naît au début du siècle dans ce pays est une anthropologie qui met l'accent sur le pluralisme et la différence. Et cette mise d'accent sur le pluralisme et la différence fait ce qui arrive chez les géographes avec la Blache, que la géographie, ce n'est pas le relief. La géographie, c'est l'action de l'homme sur le relief. Et c'est ça qui crée une géographie, un espace géographique. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais en fait, c'est intéressant qu'on ait eu la même réaction. L'une des cartes les plus belles que je connaisse, et qui est une carte dont tout le monde parle, c'est cette carte où, pour la première fois, il y a un souverain africain qui est sur une carte européenne. Et ce souverain africain, parce qu'il a en fait eu un effet tellement fort sur le marché de l'or, qui est tombé sur la place du Caire pendant 10 ans, à cause de ce qu'il a amené avec lui en traversant le Caire. Mais ça aussi, c'est comment l'espace africain a pris une dimension dans un espace international. Cette carte, elle est importante parce qu'elle affirme la présence de l'Africain dans le temps du monde dès le XIIIe siècle. Et non seulement une présence forte, mais une présence qui a des conséquences sur l'économie du monde. Donc là aussi, cette cartographie est assez différente. Je viens juste d'avoir un collègue qui a publié l'année dernière justement un livre qui s'appelle African Dominions. Et c'est une réécriture de l'histoire des grands empires, mais une réécriture qui place les grands empires dans l'histoire du monde et qui les compare avec les autres empires qui se sont développés en Asie, etc. Et ça, si vous voulez, c'est là où probablement les artistes sont meilleurs que nous, parce qu'ils sont capables de faire partie d'un langage qui est un langage dont ils déterminent, si vous voulez, les contours universels ou modernes. C'est qu'en général, nous, on n'y arrive pas dans une certaine mesure. Vous savez, il y a plusieurs années, un musicien sénégalais, Youssou N'Dour, a dit une chose que je trouve toujours extraordinaire sur la world music. Et on lui a demandé pourquoi il jouait de la world music. Il dit, oui, c'est de la world music, mais le beat est africain. C'est ça la transaction dont parlait Omar. C'est-à-dire que le fait que ça soit un beat africain change considérablement le rapport qu'on a avec le monde. C'est-à-dire le refus de se faire enfermer dans cette identité authentique ou tout ce qu'on veut, mais c'est l'engagement qui devient, si vous voulez, le moteur le plus important de cette présence dans le monde. Alors, l'engagement, l'action, la présence dans la vie du monde. Omar Victor, vous avez des choses et une réaction sur cette idée que effectivement l'art, c'est le langage qui va permettre de montrer cette dynamique, en somme, si on peut résumer au terme de dynamique, qui montre bien cette énergie, qui montre bien l'Afrique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que moi, je considère que mon rôle en tant qu'artiste, qui est très porté sur la chose historique, ce que j'essaie de faire, c'est de réinterpréter et de traduire les découvertes que je fais en tant que tout le long de mon évolution en tant que être humain, en tant que professionnel africain vivant en Afrique. Et qui découvre son histoire. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de faire un journal de mes découvertes et de les vulgariser, tout en essayant de ne pas avoir la prétention scientifique. C'est-à-dire que
je pense qu'il est assez clair dans ma façon de communiquer avec mon public. Il est assez clair que ce qu'il voit, ce n'est pas un document scientifique, ce n'est pas un document historique, mais c'est plutôt la narration de ma découverte de ce fait scientifique. Et puis, c'est aussi une invitation à continuer cette découverte, j'espère. Et je crois savoir que c'est souvent le cas, que quand on vient voir une exposition d'Omar Victor Diop ou qu'on tombe sur une série comme la série Diaspora, on a tendance à aller sur Google après pour aller voir quels sont les faits et qu'est-ce qui n'est pas sur les images. À partir de ce moment-là, moi, ma mission, elle est accomplie. C'est-à-dire que j'essaie juste d'être un produit d'appel pour Un passeur. ou un passeur Passeur. pour la connaissance, parce que je ne sais pas tout non plus. Et j'adore ces conversations que j'ai de temps en temps avec des gens qui sont allés à une de mes expos il y a 6 mois et qui ont continué, qui ont continué à creuser le sujet et à s'intéresser à ce qu'ils ont ressenti en voyant vos photographies. Et en général, c'est là que je sens que la mayonnaise a pris, quoi. Ouais. Qui veut répondre? J'entends. Oui. Est-ce que je pourrais dire, Mamadou, bien sûr. Alors, c'est la première fois que j'entends Omar Victor dire ça. Je suis allé voir l'expo sur les diasporas. Oui. Et vous ne pouvez pas savoir la première chose que j'ai faite. J'enseigne l'histoire du panafricanisme. Et le sous-titre, c'est Histoire, une idée et idée à propos de l'histoire. Donc, quand j'ai vu Et dans ce cours, l'un des livres que je lis avec les étudiants, c'est un livre de l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o. Et ce livre s'appelle Quelque chose de nouveau et d'ancien sur la Renaissance africaine. Et je suis retourné à ce livre après, pour une raison très simple. Et là, on revient encore à la géographie. Ngugi considère qu'approcher l'Afrique, c'est partir du principe que c'est une géographie qui a été fragmentée. L'Afrique a été divisée en deux. Et il utilise le mot anglais dismembering Africa. Et pour lui, ça a créé deux parties, le continent africain et la diaspora. Et pour lui, la Renaissance africaine, on revient à votre conception de l'histoire, ne peut être faite qu'en remembrant, et il utilise le mot anglais to remember. Remember comme se souvenir et remember comme ramener les deux pièces ensemble. Et pour lui, la géographie, la vraie géographie africaine ne peut être repensée qu'en ramenant les deux morceaux ensemble et en créant un récit qui est le récit à la fois du démembrement et le récit du remembrement. Et ça nous renvoie au début comme je disais, au début du XXe siècle, quand les Noirs de partout dans le monde voulaient créer une nation, mais une nation qui reposait sur la couleur de leur peau. Ils n'avaient pas de territoire. Les Africains étaient colonisés et les Africains américains étaient dans un système qui était un système raciste. Cette idée de créer un territoire imaginaire crée une géographie qui est assez extraordinaire, qui va bien sûr échouer, mais je pense que dans mon cas, donc, ce que vous essayez de faire a marché. Parce que j'ai essayé de voir comment visuellement, en fait, on peut faire une comparaison avec quelque chose qui est totalement textuel. Oui. Jean Cellier, vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet, je vous vois, dites-moi. Non, mais je buvais la parole. Je buvais vos paroles. Parce que ça me paraît cette notion d'Africain resté en Afrique et de diaspora et à la fois de nécessité de recréer une unité et en même temps de perception quand même très honnête que c'est un peu une vue de l'esprit, pourquoi pas, mais pourquoi pas.
je sais pas, ça a quelque chose de complètement déroutant pour un Européen qui, qui ne peut pas percevoir les choses de cette façon. Et c'était ça le panafricanisme, effectivement, début du siècle. Mais bon, non, moi je suis un peu. Mais je suis pas africain hein, aussi, il faut pas. Mais on on en est à partage des la plus. ressentis, comment on traite de ressentis assez profonds. Moi, il y a un moment, bon, il y a une limite, je sais pas. Oui, mais vous apportez le regard extérieur, justement. Et voilà, on a besoin. J'écoute, Ouais. j'observe, j'entends. Oui, Mais oui, à mais un en même moment, temps, bon, en même temps, on peut retrouver ça. Vous savez, Jean Cocteau, qu'on peut quand même considérer comme l'un des plus grands écrivains français, excellent, oui. Jean Cocteau était l'impresario de boxeurs africains-américains au début du XXe siècle. Donc, il y a eu des Européens à des moments précis qui sont Oui, vraiment entrés oui. dans ce flot. Qui sont vraiment entrés dans le. Le jazz est devenu cette musique universelle parce Ouais, que le jazz a été pris en c'est charge. vrai. Comme c'est on vrai, ne c'est sait vrai. pas que, par exemple, les deux auteurs qui ont le plus influencé les intellectuels africains-américains au début du XXe siècle, mais sont des auteurs français. C'est Volney et Labré Grégoire et les écrits sur l'Égypte et l'Éthiopie. Ah oui. Ils sont super connus en Amérique, plus probablement connus dans les milieux noirs que dans le milieu, dans le milieu disons, blanc, parce que ça participe d'un débat qui était quand même un débat aussi européen, c'est-à-dire Oui. l'identité historique de l'Égypte. Peut-on revenir à ce type de débat? C'est aujourd'hui la question qui est la question la plus importante. Et je pense que les grandes crises d'aujourd'hui sont en train de nous dire il faut revenir à autre chose. On ne peut pas continuer à fonctionner avec cet héritage-là. Oui. D'où la nécessité de réécrire et de réécrire et de remettre tout ça en position en partant de regards et d'approches totalement différentes. Dites-nous, Omar Victor, est-ce que le sens prévaut dans votre œuvre sur l'esthétique? En clair, est-ce que vous vous interdisez certains clichés au nom justement de cette réécriture, cette importance du message à faire passer? À vrai dire, cette crainte n'existe pas parce que si vous voulez, l'esthétique pour moi c'est un langage, c'est pas un outil. C'est quelque chose qui me permet d'accrocher une paire d'yeux une seconde de plus parce que dans les temps où on vit, du matin au soir, on voit un bon millier d'images. Et je veux juste agripper un regard un peu plus que l'image d'avant et l'image d'après. Et c'est pour ça que j'utilise l'esthétique. Donc, en fait, ce qui est important pour moi, c'est surtout le niveau d'information, ou en tout cas la curiosité que je suscite. Bon, après, comment je le fais d'une manière qui laisse une empreinte visuelle, c'est là mon travail, c'est là que l'esthétique entre en compte, mais c'est pas le critère principal, non. C'est pas le départ. Je n'entre pas dans le studio en me disant je vais faire une belle image. J'essaie de faire une image importante qui, si possible, est belle, en sachant qu'elle ne sera jamais belle pour tout le monde. Il y aura toujours une grosse partie qui la trouvera hideuse. Toujours comme ça. Malheureusement, le temps avance toujours et passe toujours très vite, trop vite. On a oublié de se dire beaucoup de choses, mais je voudrais que chacun à votre tour, vous preniez la parole pour me dire une chose importante autour de ce débat. Et on va commencer par vous, ce qui serait un petit peu votre conclusion. On va commencer par vous, Mamadou Diouf. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire de façon très concise en termes de conclusion?
Ce que je dirais en guise de conclusion, c'est probablement deux choses. La première chose, c'est contrairement à l'idée dominante, l'Afrique n'est pas simple. L'Afrique est d'une complexité inouïe. Non seulement elle est complexe, mais cette complexité change de jour en jour. Et l'idée de s'actualiser et d'être actuel devient importante. La deuxième chose, c'est que toute l'histoire de l'Afrique est une histoire dynamique, de production d'idées, de gens qui ont toujours bougé, de gens qui ont toujours retravaillé les influences extérieures. Et cela est tellement important. Moi, je dis toujours que l'une des plus grandes, si vous voulez, recréations que les Africains ont fait, c'est la recréation et de l'islam et de la chrétienté. Les Africains ont recréé ces religions universelles et les ont faites des religions africaines. Donc pour moi, c'est cette capacité de l'Afrique à ingurgiter, à réviser et à recréer des mondes. Ce sont ces choses-là qui sont importantes. Et c'est là où probablement à la fois les artistes, les intellectuels, plus que les politiciens ont un rôle à jouer. C'est cette redécouverte de ce que moi j'appelle le paganisme essentiel des Africains pour pouvoir recréer une Afrique dans le temps du monde, non pas hors du temps du monde. Oui. Merci de cette image forte, de cette idée d'intégration pour réécrire et réinventer. Jean Sellier, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire, vous, en termes de conclusion? Moi, je suis ébloui par ce qui vient d'être dit, et j'aimerais bien que l'historien qui est en face de moi, là, publie toutes ces idées qu'il vient d'esquisser, qu'il les publie et qu'il les fasse connaître un maximum auprès de mes compatriotes et des Européens en général, enfin, déjà des lecteurs de langue française, parce que je pense que je ne l'avais pas entendu dire d'une façon aussi claire, tranchée, claire et convaincante. Ça, on n'entend pas ça souvent. Ouais. Mais vous savez, Jean… Et vraiment, je voudrais que… Le Monde Afrique s'engage à le faire. Bien. Bravo. Dites-nous, Omar Victor, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire en conclusion? Hormis nous inviter à aller voir votre exposition à Kyoto, ou du moins voir une reproduction. À Kyoto? Tout à fait, à Kyoto en septembre. Ah oui, d'accord. Bon. Un peu loin, on est d'accord. Un peu loin. Bon. Dites-nous, Omar Victor. Ce que j'ai envie de dire, c'est une chose que je me dis à moi-même aussi, c'est que c'est bien de rêver l'Afrique, c'est bien d'étudier l'Afrique, mais il faut la pratiquer aussi. Il ne s'agit pas non plus de faire les 4 coins du continent, parce qu'on ne demande pas à quelqu'un de faire tous les États-Unis de l'Alaska à Hawaï, mais il faut, je pense que quel que soit le lieu où on vit, quelle que soit la réalité d'où on vient, il y a une Afrique qui est accessible à la découverte, qui mérite d'être… c'est une expérience qui mérite d'être vécue. Je pense que si tout le monde, y compris les Noirs du monde, essayaient de connaître l'Afrique plus qu'ils ne la fantasmaient, cette conversation sur le rôle de l'Afrique et sur la contribution de l'Africain à cette expérience humaine, cette conversation, elle serait beaucoup plus avancée, parce qu'à vrai dire, même moi qui parle, sur les 54 pays, je dois en connaître 15 de manière très superficielle, donc j'ai encore du boulot. Et je pense que tout le monde devrait… On a tous encore beaucoup de boulot, comme vous le dites. En Afrique, il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais oui, on a tous beaucoup de boulot de découverte. Ouais. Oui, ouais. mais on va continuer à le faire ensemble. C'est ça qui est important. Bon, oui, malheureusement, le temps passe, messieurs. Ouais.
le temps passe et on s'achemine doucement vers la fin de cette rencontre. Vous avez été vraiment passionnant. Le Monde Afrique vous remercie. Comme il vous remercie, chers internautes, de nous avoir écoutés et accompagnés durant cette émission. Au revoir, Jean Cellier. Au revoir. Au revoir, Mamadou Diouf. Au revoir. Au revoir, Omar Victor Diop. Au revoir. Alors, encore deux choses avant de nous séparer. D'abord, je voudrais remercier la régie de Charlie Bento et toutes celles et ceux qui ont participé à la création de ce rendez-vous. Et puis, je voudrais vous recommander chaudement d'aller acheter l'Atlas des Afriques que vous trouverez en kiosque, pour vous, lecteurs français, ou que vous pouvez commander sur la boutique en ligne du Monde pour toutes celles et ceux qui nous écoutent depuis l'étranger et continuez à nous lire sur le Monde Afrique. Merci à vous tous. À vous toutes, au revoir et à bientôt.